Alors, ravi de vous retrouver pour la dernière ligne droite de ces journées nationales. École pour tous, école inclusive, école pour tous. Épisode 3, on arrive bientôt à la fin de cette première saison. Ce matin, on a pas mal de propositions dans des formats un peu différents à vous proposer justement. Vous le savez, on aura une table ronde, un pas de côté également, une démarche un peu originale, et puis le regard des grands témoins. Les grands témoins ont encore une heure ou deux pour peaufiner leur retour d'expérience sur ces 3 journées. Je voudrais juste vous rappeler que, vous savez, Evals, on en a déjà beaucoup parlé, ça continue ce matin. On compte sur vous encore pour cette dernière matinée. Vous verrez d'ailleurs sur Evals qu'il y a un questionnaire de satisfaction. Donc n'hésitez pas à vous en emparer avant de partir. Alors que des compliments évidemment, on ne veut pas entendre autre chose, mais surtout allez-y franchement. Et puis je relance l'appel, vous savez, aux nouvelles artistes. Leïla qui est venue sur scène, la professionnelle Leïla. Si vous êtes encore avec nous, Leïla, on a besoin de vous pour signer le droit à l'image. Alors vous ne ferez pas fortune hein, sur les droits d'auteur, mais on a besoin de vous quand même suite à la prestation hier du Théâtre Forum. Vous le savez, ce matin, on va donner un petit coup de projecteur sur les annonces de la conférence nationale handicap. On a avec nous Stéphane Ossoulier qui va venir sur scène, président du département de la Saône. Vous allez pouvoir venir, monsieur Ossoulier, et on va détailler un petit peu les grandes orientations de la mission qui vous a été confiée. Et on peut l'applaudir, bien entendu. Et je vois que Jacques Naudin vous accompagne, il vous escorte pour être sûr que vous soyez entre de bonnes mains. Monsieur Naudin, parce que je crois que c'est une fierté pour vous, Jacques Naudin, président du réseau des Créailles, venez, on va s'installer là, de recevoir Stéphane Ossoulier pour venir dialoguer un petit peu avec nous ce matin. Oui, ça marche. Oui. Bonjour à tous, quand même, et à toutes. Je suis très fier. Hein. On a commencé à discuter hier soir tous les deux, mais je suis très fier d'accueillir M. Ossoulier. On s'était rencontrés à la CNH. Je rappelle que M. Ossoulier est président du département de la Somme. Nous avons eu un très très long débat hier sur la protection de l'enfance, sur l'aide sociale à l'enfance, à table. Et je pense que vous allez voir, ça vaut le coup d'entendre tout ce qu'il a à dire du côté élu, du côté... Voilà. Et puis, comme il est missionné aussi par ce CNH et surtout par le président de la République sur une mission concernant l'école inclusive, je pense que ça vaut le coup de l'entendre sur ce sujet sensible. Nous avons fait tous les deux déjà un entretien sur ce sujet. Je vous souhaite en tout cas bon accueil ici. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez, sauf de critiquer trop le médico-social ou l'éducation nationale. Donc voilà. Donc tout le reste est facile. Voilà, bon accueil. Merci Jacques Naudin. Puis on vous retrouve tout à l'heure pour la séquence des grands témoins. Alors, je précise, Stéphane Ossoulier, que la mission qui vous a été confiée l'a été en votre direction à vous, et puis aussi à Lucie Carrasco, qui est une styliste et qui, malgré sa situation de handicap, sa maladie génétique rare, est en tournage à l'heure actuelle en Australie. Elle réalise des documentaires, Lucie Carrasco. Donc, elle ne pouvait pas être avec nous ce matin, mais vous êtes deux à porter cette mission nationale qui vous a été confiée en avril 2023, au printemps. Quelles questions vous vous êtes posées quand le chef de l'État vous a dit « Je vous confie cette mission, vous allez mener des auditions, j'attends de vous des éclairages, des retours de terrain ». Qu'est-ce que vous vous êtes dit à ce moment-là? Bonjour tout d'abord. En tout cas, qu'est-ce que je me suis dit spontanément? Mon Dieu, auparavant, je préside déjà un groupe de travail qui regroupe l'ensemble des présidents de département ou vice-présidents en charge de l'autonomie et où on travaillait déjà sur quelques propositions, j'allais dire. François Sauvadet, le président du conseil départemental de Côte d'Or, mais aussi président des départements de France, avait comme ça fait un appel à quelques présidents et donc j'avais été choisi dans ceux qui avaient une appétence particulière sur ces sujets, qui ne sont pas souvent ceux courus par mes collègues. Bizarrement, jusqu'alors, dans toutes les politiques sociales, alors même que c'est l'essentiel des missions des départements, c'est plus sympa d'aller s'occuper des Jeux Olympiques ou Paralympiques, d'aller éventuellement s'occuper du Tour de France, etc., que de s'occuper du handicap et de l'autonomie. Et pourtant, moi, je suis jeune président de département dans le sens où je ne le suis que depuis novembre 2020,
euh, je trouvais que ce qui fait sens aujourd'hui, précisément, c'est de s'occuper certainement de celles et ceux qui sont, non pas les plus fragiles, mais en tout cas ceux qui peuvent quelquefois surprendre dans la société. Et comme ça, dans les publics dont on a la charge dans les départements, vraiment, les personnes en situation de handicap, leur singularité fait partie certainement des choses qui m'ont en tout cas me touché. Vous allez me dire, assez souvent, c'est sûrement pas le cas ici de celles et ceux qui travaillent dans ce domaine, quand on s'occupe un peu avec passion, j'essaie d'en mettre sur ce sujet, c'est parce qu'on est soi-même concerné par le sujet. Je pense que on a tous et tous l'occasion de croiser des gens, mais quelquefois familialement. Vous avez pu voir quelquefois la galère que c'était, et même si je sais aujourd'hui combien les institutions ont changé, combien l'éducation nationale s'est transformée, mais moi je me souviens tout de même ce que mon frère et ma belle-sœur ont vécu avec ma nièce, les discussions que nous avions. Et aujourd'hui, c'est vrai que dans le cadre des responsabilités qui sont les miennes au département de la Somme, dès ma prise de fonction, je me suis dit, tiens, le handicap, c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut qu'on bouge. Alors quand le chef de l'État m'a demandé, en fait c'était le jour de la CNH, pour tout vous dire, l'après-midi, on me sort de la salle, on me dit, le chef de l'État a l'intention, je discute avec la conseillère que j'avais vue pendant la préparation de la CNH, je me dis, mais oulala, c'est pas le tout d'avoir dit des sottises pendant la préparation de la CNH, parce que c'est vrai qu'il y a un certain nombre de sujets qui m'agacent, sur lesquels franchement je trouve qu'il faut que la société bouge, sur lesquels il faut vraiment que chacun puisse s'entendre sur le fait qu'on a beau faire son travail de façon exemplaire. Et je ne remets pas en cause l'engagement des enseignants, l'engagement des responsables et des travailleurs sociaux ou médico-sociaux qui sont engagés au quotidien. La seule chose, c'est que moi, je me mets du côté, j'essaie de me mettre du côté de l'usager, éventuellement aussi de celles et ceux qui l'accompagnent. Et dans ce cadre-là, il faut souffrir à un moment ou à un autre que nos modèles puissent éventuellement être perfectibles. Et c'est tout ce que j'essaie aujourd'hui d'égrener. L'école inclusive, c'est l'école tout court. Demain, j'espère. Après tout, la France est condamnée depuis de nombreuses années par nos institutions internationales sur ce sujet, pour l'institutionnalisation des enfants. C'est aussi un modèle particulier, celui de la France. Il faut aussi se dire qu'après tout, nous ne sommes pas toujours le nombril du monde. Qu'après tout, notre modèle peut aussi évoluer. Qu'après tout, j'ai hélas pas eu l'occasion de voir la présentation qui a été faite par M. Rodriguez hier du Portugal. Mais il faut absolument, s'il est encore dans la salle ou que quelqu'un a ses coordonnées, que je le vois. Parce que je pense réellement... Il est là, on vous il est là, confirme qu'il est là. c'est extraordinaire. Il y aura une rencontre autour d'un petit café éventuellement. Donc, en plus, on n'est pas très loin l'un de l'autre parce que j'étais effectivement à proximité. On m'a parlé de ce que vous aviez présenté. On peut, avec un peu de bonne volonté, y arriver. C'est pas remettre en cause la capacité des uns et des autres à faire. C'est simplement se dire qu'après tout, nos modèles sont perfectibles. Et donc, dans ce cadre de l'école inclusive, c'est vrai que moi, il y a des choses sur lesquelles, aujourd'hui, je me dis, et parce que dans la Somme, on est en train de le faire, quand on sort des gamins d'IEM ou d'IME, et qu'on les met dans le collège. En fait, c'est venu de quoi, cette idée un peu saugrenue au départ? De discussions que j'avais avec Sophie Cluzel quand elle était secrétaire d'État en charge des personnes en situation de handicap. Je lui disais, moi, si j'étais un gestionnaire éclairé, je devrais fermer dans mon département, c'est un département de la Somme, c'est rural, et on perd des habitants, je devrais fermer, ça va faire rugir les chefs d'établissement ici, 10 collèges, hein, sur une cinquantaine publics. Parce que j'ai 6 000 places de libre sur 26 000. 10 collèges, je sais que mon prédécesseur avait essayé d'en fermer 3 à un moment et la bronca que ça a créé a fait qu'on a vite repris ça dans notre besace et qu'on ne l'a pas fait. Et moi, je me dis, après tout, j'ai de la place. J'ai peut-être la possibilité aussi d'imaginer un autre avenir à ces enfants ailleurs que dans les IUM. Et pourquoi ? Parce que j'ai de la place, parce qu'après tout, il y a peut-être un vrai projet de société à créer, ne pas imaginer quelque chose qui soit bienveillant, différent, avec la complicité de SMS, parce que c'est obligatoire. Ça ne peut pas se faire. D'ailleurs, sur ces sujets-là, ça ne peut pas de toute façon se faire s'il n'y a pas de bonne volonté de toutes parts. Parce que très sincèrement, moi, ce que je rencontre quelquefois sont des parents. De toute façon, tout le monde peut me tomber dessus en me disant que j'ai tort.
Et les gens ont certainement raison en partie. Et on a senti depuis 2 jours qu'il y a beaucoup de professionnels qui sont très engagés, très mobilisés, qui parfois se fatiguent beaucoup aussi, et qui ont besoin aussi de reconnaissance du chemin parcouru. Non mais bien sûr, parce que de toute façon, dire ce que je dis, que la présence du médico-social dans l'école de la République doit demain s'organiser, c'est reconnaître le niveau d'expertise de celles et ceux qui travaillent dans ces établissements. Jamais la capacité d'un éducateur spé, d'un rééducateur, etc., de celles et ceux qui aujourd'hui portent ces établissements, n'a été remise en cause. Et franchement, quelquefois, quand vous voyez, et ça n'est pas parce que dans cette salle, il y a peut-être des AESH à qui je souhaite rendre hommage, parce qu'être payé si mal pour faire un métier si difficile, je comprends que ça puisse effectivement poser des difficultés. Eh bien, je me dis, demain, il y a des AESH qui souhaiteraient être en formation, sauf qu'ils sont recrutés très vite parce que la cohorte de celles et ceux qui aujourd'hui sont AESH est tellement importante, et j'aurai l'occasion de voir le ministre de l'Éducation nationale dans quelques jours, eh bien, qu'ils sont pas suffisamment formés. Demain, des AESH qui sont aussi aux prises d'enfants pour lesquels ils ne comprennent pas ce qui se passe, que leur relation est complexe, demain, avec des professionnels du médico-social dans l'établissement, c'est aussi des ressources essentielles qui seront aux côtés et des enseignants, mais aussi des AESH eux-mêmes. Donc tout ça, c'est fait de toute façon pour faire sens. Et puis très sincèrement, on est dans une société qui doit se parler. Moi, je suis toujours frappé qu'on soit tous dans nos couloirs. D'ailleurs, on me disait tout à l'heure, depuis 2 jours, on n'a pas beaucoup parlé des collectivités locales. Ah oui, ça c'est assez franco-français, c'est-à-dire que chacun parle de son sujet, sans jamais éventuellement regarder ce qui se passe à côté, sans jamais quelquefois même regarder les contraintes d'à côté. Hier soir avec le président Nodin, on parlait des décisions de justice qui peuvent être prises, à juste titre, je n'en doute pas, par l'autorité judiciaire lorsqu'il place des enfants. Eh bien, on fait des placements d'enfants sans savoir même s'il y a des capacités dans les collectivités, et le département en particulier, derrière de s'occuper du gamin. Mais la décision de justice est tombée. Et donc là, vous avez passé le sujet au président de département qui a l'obligation de mettre en œuvre la décision qui a été prise, alors même que quelquefois, il n'a pas les moyens, ou financiers, ou humains, à ses côtés. Donc tout ça, ça nécessite dans notre société, je pense, de renouer ça. Et c'est un peu ce travail qu'on essaie de faire en comprenant, honnêtement, il y a eu des histoires d'argent. Il en faut encore. Et d'ailleurs, quand le chef de l'État a annoncé les 50 000 solutions, je trouve que ces 50 000 solutions, c'est encore très court. Ben oui, c'est court. Vous savez, il y a 70 000 enfants au niveau national qui sont placés par l'autorité judiciaire au département, qui relèvent du handicap. Aujourd'hui, sur ces 70 000, on estime qu'il y en a 25 000 qui ont réellement une solution médico-sociale qui leur est proposée. Qu'est-ce qu'on fait des 45 000 autres? Aujourd'hui, je me dis tout de même que sur ces sujets, vraiment, on doit avancer très fortement. Et l'école, vous voyez, pourquoi passer par l'école d'abord d'ailleurs? Parce que j'aurais dû venir à ça. Pourquoi je me suis dit c'est vraiment l'école la bonne porte d'entrée? C'est le changement de regard. Vous savez, quand vous avez des gamins, j'ai vu le regard que portaient les gamins de CP et CE1 quand Lucie Carrasco est venue dans la Somme. Lucie, elle est gravement handicapée. Sa vie d'ailleurs ne devait pas peut-être durer jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, elle fait des choses extraordinaires que moi, je n'ai jamais faites. Et je me dis tout de même, elle a une chance folle, c'est qu'elle est un peu regardée par les médias. Et si vous ne connaissez pas Lucie Carrasco, vous aurez l'occasion peut-être, en tout cas, son fait d'armes, pour celles et ceux qui sont en situation de handicap, ils sauront de quoi je parle, c'est d'avoir porté la déconjugalisation de la hache. Et elle a une manière aussi de s'adresser un peu décomplexée, un petit peu directe, qui peut dénaturer. Oui, c'est vrai que ça surprend même quelquefois, parce qu'on peut se dire, dis donc, c'est une dame qui a un regard sur son handicap, mais vous savez, combien de personnes en situation de handicap ont ce regard-là sur eux-mêmes? Moi, je peux vous dire que j'ai eu quelquefois des conversations avec ma nièce qui me parlait de son handicap, qui était bien consciente de ce qui lui arrivait, là, un handicap psychique. Je peux vous dire que ça laisse songeur tout de même sur, justement, l'obligation que nous avons de faire société avec celles et ceux qui aujourd'hui sont quelquefois cachés un peu loin de la société. Vous menez des auditions parce que le temps file vite. Oui, c'est vrai. Et j'aurais pu passer la journée avec vous. Hein. Oui, mais peut-être que vous J'ai fait un peu de kilomètres. Donc voilà, je me suis dit, faut qu'ils en aient pour leur argent.
Mais j'essaie. enfin, on va voir, mais Oui. parce qu'il y a des questions après qui vont peut-être Oui. arriver. Je vous invite d'ailleurs à intervenir sur Evals. Vous menez des auditions. Qu'est-ce qui ressort là pour l'instant de ces auditions? Est-ce qu'il y a des choses qui émergent un petit peu sur des pratiques et des idées inspirantes? Alors, premièrement, j'ai jamais eu un pareil auditoire, mais si vous avez des expériences, des idées, vous savez, les idées, tous les matins quand je me lève, je n'ai pas le sentiment d'avoir le monopole des bonnes idées, hein. Et au contraire, quand on est comme ici 1500 personnes, je pense qu'il y a des gens qui ont des expériences, des vécus, en se disant mais pourquoi on n'a pas cette approche-là? Hier soir, je discutais avec un proviseur adjoint qui me disait moi, j'envoie mes enseignants en formation sur le handicap, parce qu'après tout, la loi de 2005 le prévoyait, et ça n'a pas été beaucoup fait. Moi, je m'en suis étonné un jour auprès de Papendia, je le redirai au ministre de l'Éducation nationale dans quelques jours. Oui, ça n'est pas normal que la loi du législateur ne soit pas appliquée dans notre pays. Eh bien ça, c'est aussi le volontarisme d'un chef d'établissement, à un moment qui dit, tiens, je vais peut-être être mal vu quelquefois de certains enseignants, mais ils vont y aller. Ils vont avoir ce nouveau regard sur les personnes en situation de handicap, sur les gamins qu'ils accueillent. Toutes ces pratiques, toutes ces façons de faire, c'est utile. Pour répondre complètement à votre question, aujourd'hui, je collecte beaucoup d'idées. Sur les AESH, ça a été la solution sortie un peu pour faciliter, j'allais dire, l'intégration dans l'école de la République des enfants en situation de handicap. Je ne suis pas persuadé, pour tout vous dire, qu'on a utilisé le bon moyen pour faire la bonne intégration. Je ne dis pas qu'il ne faut pas de moyens humains. Je dis simplement, c'est que tout compte fait, avec les moyens financiers qu'on a mobilisés pour cela, on aurait peut-être pu mobiliser aussi de l'argent pour faire de la pédagogie différenciée, pour avoir les bons manuels, pour avoir les bonnes approches, pour avoir les bons supports pour certains enfants qui n'avaient pas besoin d'AESH. Il faut se le dire aussi, ça. Et donc, quelquefois, je ne dis pas que ça n'est pas utile. Je dis qu'avec les moyens qu'on y a mis, on aurait peut-être pu faire déjà rentrer le médico-social dans les établissements, parce qu'après tout, quand vous regardez ce que ça doit coûter au budget de l'État, je pense que si on avait choisi plutôt des professionnels formés et bien formés, on aurait certainement eu d'autres résultats aussi. Lucie Carrasco en parle de façon fameuse. Elle dit, mais après tout, un gamin qui a toute la journée un adulte à côté de lui, trouvez que c'est très aimant pour ses autres petits camarades, ou inversement, est-ce que c'est très aimant pour lui? Ben oui, c'est tout de même celui qui a un adulte toujours à côté de lui, comme s'il était un peu sous surveillance. Elle me disait, mais pourquoi est-ce que cet adulte-là, il ne peut pas être une ressource dans la classe pour tous? Oui, il n'y a pas que des gamins en situation de handicap qui décrochent à l'école. Il y en a aussi d'autres. Et donc cette aide humaine, alors vous allez me dire, ça remet en cause le sacro-saint principe d'un enseignant face à une classe, etc. Mais ça, faut en discuter avec les enseignants. Il faut leur expliquer en quoi est-ce que ça peut être utile. Il faut certainement aussi avoir d'autres formations pour celles et ceux qui seraient en accompagnement des enfants dans la classe. Mais tout ça, ça se discute avec les acteurs. Parce que si vous êtes de bonne volonté, on peut se comprendre. Et c'est surtout, moi, ce que je vois dans toutes celles et tous ceux que je rencontre, c'est qu'il y a vraiment une volonté d'avancer et d'avancer bien. Et on partage aujourd'hui le même diagnostic. Oui, cette société ne peut pas durablement ignorer 20%, 25% de sa population, ne peut pas laisser cacher dans la forêt des gamins en IME toute leur vie, ou derrière, mais je pourrais vous parler des heures des ESAT aussi. Et après, on ira voir les questions. Hein, voilà, voilà. Mais sur tous ces sujets, oui, on est en train de regarder les choses. Moi, ce que je souhaite surtout, c'est l'autodétermination. Favoriser toujours la capacité des enfants et demain des adultes à choisir. C'est donc être en capacité réellement d'être acteur de sa vie. Acteur de sa vie, ça passe par un certain nombre de choses. Moi, je suis frappé par le fait qu'un gamin en situation de handicap qui a quelquefois fait toute sa scolarité, entre guillemets, dans un établissement social ou médico-social, n'a pas été spécialement formé, spécialement à être autonome. Ça fait partie... Non, il y a tout de même des réalités. Alors, non, mais vous avez le droit. Vous avez le droit. Mais dans les établissements que j'ai vus, on a reconnu qu'ils n'avaient pas les moyens, quelquefois, de faire le nécessaire pour aller apprendre aux gamins à prendre un train, à prendre un bus, à se déplacer. Mais peut-être, mais
peut-être que dans votre région, vous êtes exemplaire, et tant mieux. Mais Alors, on a des professionnels qui ont fait Oui, part depuis 2 jours de démarches très volontaristes en faveur aussi de l'autonomie. bah, écoutez, il va falloir que Il y a vous plusieurs veniez. réalités. Non, il va falloir que vous veniez en Haute-France. Parce que peut-être que la situation n'est pas la même. Bah. Il y a peut-être des professionnels des Haute-France, Hauts-de-France peut-être, mais en Oui, tout oui, cas, oui. ils sont les bienvenus avec nous. pour en discuter avec moi. Mais moi, je leur ferai voir ce que je connais de la Somme, en tout cas. Je voudrais qu'on Voilà. aborde, Stéphane Soulier, les questions et valses. Puis on sent que ça vous fait réagir. Ah, mais Vous avez bien fait de venir, j'ai l'impression. Pour signaler que ce matin, les modératrices, c'est Maude Morel et Salomé Lassalle. Et on va voir donc s'il y a des questions et valses. Il y en a, ça je n'en doute pas. moi, je voulais juste revenir sur ce que je viens de dire. Un instant. Si vous êtes encore en capacité d'écouter quelque chose. Bah, écoutez, je vous le dirai pas, c'est pas grave. Hier, il paraît que c'était la fête à l'éducation nationale. Là, ce matin, c'est la fête aux ESMS. Ça n'est pas volontaire ni d'un côté ni de l'autre. Mais voyez-vous, ce genre de démonstration prouve même qu'on a du mal à se causer dans cette société. Parce que vous pouvez aussi me faire part. Non, mais vous pouvez aussi me faire part de vos dénégations. On peut se parler sans être obligé de se houspiller. Vous savez, dans mon assemblée, moi, j'essaie de voir tous mes conseillers départementaux, de droite comme de gauche, de la même façon. Parce que je trouve qu'on apporte tous quelque chose au système. Et je suis persuadé que si chez vous, vous le faites, c'est extraordinaire. Chez moi, je n'ai pas vu beaucoup d'endroits où cette prise en compte de l'autonomisation se faisait spontanément. C'est tout. Ou pas assez Après, loin, voilà. peut-être. Après, vous pouvez penser que ça n'existe pas. Mais moi, je peux vous dire que ça existe. Alors, Stéphane Soulier, on va voir une première question peut-être Alors. valse grâce à Maude et Salomé, qui sont en régie et qui... Peut-être que vous n'avez pas de questions. Mais si, regardez. Moi, Alors, je voulais vous parler un instant, tiens. Mais très rapidement, parce Oui, que... sur la mission qui m'a été confiée, il y a 2 autres sujets que l'école inclusive. Et ça, j'aimerais bien avoir votre regard. Parce que là, je sais aussi que c'est un sujet qui intéresse notamment les établissements. Le transport scolaire. Pas uniquement le fait que la région s'occupe des transports ordinaires et le département des transports adaptés. Mais moi, voyez-vous, je trouve que pour des enfants qui habitent quelquefois la même rue, qui vont dans le même établissement et qui n'ont pas le même statut, parce qu'il y en a un qui a un handicap et l'autre qui n'en a pas, qui ne puissent pas prendre le même transport. Et même si ça fait hurler demain certainement les sociétés de taxi, je pense qu'il est de ma responsabilité de dire les choses. La société ne changera pas quand on discriminera de cette façon-là des enfants alors même qu'ils vont dans les mêmes établissements, que ça plaise ou que ça ne plaise pas. C'est la réalité d'aujourd'hui. Et bien moi, ça, je trouve que s'il n'y a pas quelqu'un qui le porte, et pourtant je peux vous dire que sur ce sujet-là, on m'a dit, mais tu vas te mettre tout le monde à dos. Oui, même les parents des enfants en situation de handicap me disent, bah, vous savez, c'est tout de même pratique. Le taxi vient chercher à la maison l'enfant. Oui. Vous croyez que la vie, ça n'est que le taxi qui vient chercher un enfant à la maison? Vous croyez que la société... Non, mais peut-être que vous... mais je dis pas non plus quand je dis ça, parce que peut-être que je me fais mal comprendre. Peut-être que ça n'est pas quelque chose qui a vocation à être pour tous. Je sais ça. Hein. Moi, je ne suis pas un pro de l'école inclusive à 100%. Je sais qu'il y a des situations où, de toute façon, il faudra conserver des marges pour avoir des établissements spécialisés dans lesquels il faudra qu'on fasse des choses très particulières. Mais sur le transport, je m'excuse, que le département puisse financer des cohortes de taxis et la région des bus qui ne sont pas adaptés, je trouve que l'un comme l'autre devrait pouvoir mieux se parler. Alors, on prend la première question qui s'affiche à l'écran. Et donc, c'est Maude Morel ou Salomé Lassalle qui les prennent dans leur voix. Alors, sur ce sujet... Attendez, on va, si tout le monde l'a vu, tout va bien. Parce que nous, on a une vue qui baisse. Vous avez une bonne vue. Ah oui, non, moi je vois très bien. J'ai vu effectivement qu'on me parlait éventuellement de l'expérimentation en cours.
Oui, bonjour à toutes et à tous. Beaucoup de questions autour de la CNH et de ses attendus, notamment avec une question autour juste de la création de 100 IME écoles pour 2027, avec une interrogation sur l'arrivée des directives attendues par l'Éducation nationale et les ARS pour mettre en œuvre ces 100 IME écoles d'ici 2027. Voilà, merci pour cette première question. Alors, c'est typiquement là-dessus que le chef de l'État nous a interrogé. En tout cas, le chef de l'État, c'est pas lui directement, c'est lui qui a annoncé, c'est la Première ministre qui a confirmé par lettre de mission. On a avec Lucie, à écrire des choses sur ce sujet, à regarder là où les choses ont déjà été lancées, là où il y a des unités d'enseignement externalisées qui sont, mises en place dans un certain nombre d'établissements. Clairement, l'idée que je me fais de ce sujet, ça n'est pas de créer des mini-EME dans les collèges ou les écoles primaires. C'est bien, à un moment ou un autre, remettre en cause, en tout cas faire évoluer le système, pas uniquement se dire tiens, c'est génial, c'est extraordinaire, c'est ce qu'il faut aujourd'hui, mais c'est une étape. L'étape, c'est effectivement aujourd'hui les unités d'enseignement externalisées. C'est tout de même, pour tout vous dire, lorsque Geneviève Darrieussecq était encore ministre, une visite que j'ai faite à Albert, dans mon département, où une unité d'enseignement externalisé, des éducateurs spé qui étaient là, qui me confiaient que depuis la rentrée scolaire, les enfants qui étaient pris en charge dans le cadre de cette unité d'enseignement externalisé avaient, sur une même cohorte, alors vous me direz, comment peut-on comparer des cohortes d'enfants différents? C'est une réalité, mais en tout état de cause, le professionnel que j'avais face à moi me disait j'ai le sentiment qu'ils ont beaucoup plus progressé intellectuellement parce qu'ils sont confrontés, parce qu'ils sont stimulés, parce qu'ils ont des moments de rencontre avec leurs copains, pas uniquement à la cantine, quelquefois sur un certain nombre d'enseignements, eh bien les choses avancent. Sur ce sujet précisément, voyez-vous, hier, j'étais avec les 3 inspecteurs généraux qui ont été nommés et on auditionnait le président de l'APAGE. C'est une grande association, un grand faiseur. On connaît bien ici, Voilà. l'APAGE. Et M. Garcia, on parlait justement de ça. Comment est-ce que vous voyez les choses? Est-ce que c'est une directive? Mais vous savez, la bienveillance, ça s'écrit difficilement par directive. Je crois très sincèrement qu'il faudra qu'il y ait des trios, des quatuors, je ne sais quoi, de personnes qui se rencontrent, qui se disent qu'ils ont envie de faire. D'un côté, il y a ceux qui veulent tout écrire, qui veulent se dire la réussite de ce sujet-là, il faut qu'on l'écrive, et donc ça peut être à la lumière de ce qui a déjà été fait, et donc on écrira comment bien réussir. Il y en a d'autres, notamment M. Ten, qui est inspecteur général de l'éducation nationale, qui a déjà écrit beaucoup de rapports sur l'école inclusive, disait est-ce que c'est pas plutôt, et peut-être que c'est la solution que l'on préconisera, laisser beaucoup de souplesse au système. Se dire, après tout, là où il y a un DAZN bienveillant, un chef d'établissement qui a envie de faire, un établissement médico-social qui se dit, après tout, testons. Moi, ce que je rappelle, c'est que quand je vous parle là, je ne suis pas spécialiste comme vous de ce sujet. Moi, je suis juriste de formation. Donc c'est-à-dire que j'écoute ce qu'on me dit. Et je me dis qu'il faut aussi dans ce pays qu'on accepte l'idée qu'on puisse quelquefois remettre sur le métier notre copie. Se dire qu'après tout, elle peut être perfectible. Et donc, moi, je serais plutôt favorable à dire, voilà, les bonnes conditions. Et d'ailleurs, la page là-dessus a rappelé qu'ils avaient sorti, je crois, une espèce de 7 ou 10 commandements de comment bien réussir un projet. Peut-être que c'est au travers de ces indications-là, voilà, il faut des éléments, Un à mon cadre, avis, une sorte de cadre voilà, dans lequel de on... compréhension réciproque, d'envie de faire. On ne fera jamais contre l'envie des gens. Je trouve que sinon, on n'arrive pas à faire ces choses-là. Par contre, aujourd'hui, ce que je vois, voyez-vous, moi j'ai un collège qu'on souhaite rendre complètement inclusif parce qu'il est, aujourd'hui, j'ai un chef d'établissement assez extraordinaire qui me dit, moi j'ai envie de tenter le coup avec ma communauté éducative, avec mes profs. On en a parlé et on est tous prêts à relever ce défi. Et ben, il faut qu'on trouve derrière, voilà, que ça puisse matcher, qu'un établissement de proximité dans lequel il puisse y avoir une nouvelle équipe qui se constitue, avec du médico-social qui va rentrer avec l'établissement. Alors après, bien sûr, statutairement, on va me dire, mais qui va diriger quoi?
Enfin, ça, si on commence à mettre tous les problèmes en premier avant de regarder les apports du système, on n'y arrivera pas. Je pense qu'il faut d'abord essayer de construire quelque chose, essayer de se mettre d'accord sur l'idée que, après tout, il n'y a peut-être pas besoin de directives pour faire ces choses-là. Il y a certainement besoin d'avoir des orientations, avoir un cadre dans lequel on puisse agir et beaucoup de souplesse. Moi, je prône pour qu'on arrête d'être en tuyaux d'orgue les uns avec les autres. Si on cassait un peu les tuyaux d'orgue et qu'on pouvait éventuellement se causer, je pense que c'est essentiellement, en tout cas aujourd'hui, au regard des rencontres que j'ai eues, souvent ce qui m'est mis en avant, laissez-nous l'envie d'agir, laissez-nous la souplesse pour agir, et vous verrez que nous agirons pour le bienfait des enfants, parce que c'est à eux que je pense, je vous ai dit que tout à l'heure, parents comme enfants, il faut qu'on les respecte dans ce qu'ils sont. Alors, une deuxième question, Evals, avec Maud et puis Salomé. Oui, il y a beaucoup de questions sur sur les difficultés à trouver de la place au sein des écoles, les problèmes de locaux pour pouvoir, pour que le médico-social puisse s'y intégrer. Donc, par exemple, un participant nous demande volontaire pour créer des IME dans les écoles, dans un département en croissance démographique, comment faire sans foncier disponible? Et il y a d'autres questions un peu en écho qui font état des difficultés à trouver de la place dans les écoles. Oui, parce que les dynamiques démographiques sont différentes d'un département à l'autre. Hein. C'est vrai. Si j'étais à Montpellier ou à Toulouse, je n'aurais certainement pas la même capacité à faire dans les établissements qui existent. Je pense que ça doit être aujourd'hui intégré dans les constructions à venir. Il faut que les présidents de département, en tout cas pour en avoir discuté avec un certain nombre de mes collègues, aujourd'hui, par exemple, en Seine-Saint-Denis, mon collègue Troussel intègre dans la construction des nouveaux établissements toute cette dimension-là. Je pense que c'est essentiel. Il faut qu'on intègre tout de suite le fait que demain, des plateaux techniques, soient intégrés éventuellement à nos établissements. Mais c'est long parce que le temps des études, le temps de lancer les appels d'offres, c'est très très long. Vous savez que la loi de 2005 a 18 ans et que moi j'ai osé dire à mes petits camarades présidents de département, comme représentants des maires et des régions, que quand j'entends des maires ou des présidents de département me dire « Ah ben tout de même, hein, on n'a pas encore réussi à rendre accessible l'ensemble de nos établissements », je me dis que décidément dans ce pays, on a du mal à faire avancer ces causes-là. Donc il y a la question quand même des mètres carrés. Oui. C'est où les trouver quand on a du mal. Bon, alors honnêtement, je pense que quand on veut les trouver, on peut les trouver. Je ne vois pas en quoi est-ce qu'un collège... Non mais si on construit 2000 mètres carrés de collège, ou 3000 ou 10 000... Et là on parle peut-être des collèges ou des écoles existantes. Est-ce qu'il est prévu, peut-être dans les réflexions nationales, qu'il y ait des moyens supplémentaires dans les zones tendues sur le plan de l'immobilier par exemple? Le chef de l'État a annoncé 1,5 milliard sur la mise en accessibilité des établissements au ressort du public et notamment un certain nombre de bâtiments publics. Donc là vous dites il y a des budgets, ils sont là, il faut aller là-bas. Il y en a, ce ne sera pas suffisant. 1,5 milliard, quand vous le rapportez à la France, c'est de toute façon pas suffisant. Mais ce que je souhaite vous dire, j'ai vu que ça frémissait encore. Mais moi, j'assume le fait que quand j'étais maire, avant d'être président de département, j'étais 20 ans maire. Eh bien, dans ma ville, on a tout rendu accessible. C'était un projet de mandature. C'était notre volonté. Oui, c'est la grandeur aussi des politiques que de dire « oui, c'est une priorité de le faire ». On peut aussi passer son temps à vouloir inaugurer des opéras, des théâtres, etc. Ça n'est pas antinomique de faire l'un ou l'autre. Mais à un moment ou à un autre, quand on a un budget, vous savez, moi j'ai bâti un budget, le budget du département de la Somme, je préférais qu'il soit de 2 milliards plutôt que de 800 millions. Sauf que je n'ai que 800 millions. Eh bien, dans les 800 millions, j'ai des choses obligatoires, puis j'ai des choses où je me dis, je le rends obligatoire, parce que c'est ma priorité. C'est ça aussi. Et quand on n'est pas d'accord, quand on est citoyen et qu'on trouve que les élus ne servent à rien ou ne portent pas suffisamment ces idées-là, on peut se présenter aux élections. Hein, ça n'est pas interdit. Ce que vous dites aux professionnels, c'est faites pression sur les élus. Bien sûr. Et bien sûr, allez voir vos présidents de département, allez leur dire que vous avez envie de faire des choses. Mais d'un autre côté, vous savez, aujourd'hui, la difficulté que j'ai, je suis le président des demi-solutions sur tout. Parce que la décentralisation dans ce pays ne s'est jamais faite complètement. On a donné des compétences aux départements sur le handicap, mais tout ce qui concerne, d'ailleurs les établissements sociaux, mais le savent bien,
Ce n'est pas des rapports avec moi qu'ils ont. Ils ont des rapports avec l'ARS, avec éventuellement la caisse primaire d'assurance maladie, avec celles et ceux qui les financent, pas avec les départements. Donc d'ailleurs, quand je porte ça au travers de l'accord de méthode que j'avais avec Sophie Cluzel, c'est bien parce qu'à un moment, le gouvernement se dit, il a beau être président de département, ça a beau ne pas être sa compétence, mais nous, on a envie d'avoir un chef de file qui soit un vrai chef de file. Le chef de fila, je l'ai dit un jour à la Première ministre, mais ça ne veut rien dire, le chef de fila. Le chef de file sur le social, j'ai beau être chef de file sur le social, si l'État ne veut pas réagir avec moi, on ne va pas avancer loin. Donc c'est aussi la redéfinition de tout ça qui demain sera nécessaire, je pense, si on veut agir plus vite. Mais... On va aborder une autre question, Evals, parce qu'il en reste, je crois. Oui, nous avons eu beaucoup de questions autour des dispositifs d'accompagnement médico-éducatif ou DIM, et notamment une question sur finalement la parution du décret relatif au dispositif DAM et puis un petit peu les contours de ce décret. Alors honnêtement, je ne suis pas le pouvoir exécutif. Je suis qu'un modeste président de département qui s'occupe un peu de son département. Mais vous avez l'oreille du ministre et du chef de l'État. Mais bien sûr. Mais cela étant, moi, vous savez, j'essaie de faire mon boulot dans le cadre de ma mission. Sur ce sujet-là, c'est certainement vous êtes certainement en attente depuis très longtemps. Honnêtement, je ferai remonter. C'est pas la première fois qu'on m'en parle. Mais très sincèrement, je ne comprends pas pour quelle raison qu'un certain nombre de textes quelquefois ne sortent pas. Mais il y a d'autres sujets sur lesquels les textes ont du mal aussi à sortir. Donc vous faites remonter. Voilà. Oui. Qu'il y a une là, attente. je sais pas. Alors une autre question. Oui, des questions sur des pratiques différentes selon les départements et notamment en matière de notification d'orientation. Voilà, sur une double notification, par exemple IME-CESAD et puis la scolarité partagée. Et le constat qu'il y a des disparités selon les territoires et voilà, des interrogations des participants sur ces disparités de pratique des MDPH. Alors, moi, je ne veux pas tirer sur mes petits camarades. Mon rôle n'est pas celui-là. Les MDPH, je trouve, de leur immense majorité, font un travail extraordinaire, avec des moyens qui ne sont pas suffisants. D'ailleurs, c'est un peu le paradoxe. Assez souvent, on veut leur faire plus de choses, et notamment dans le cadre du GIP qui finance la MDPH, on voit que les financements d'un certain nombre de grands partenaires, ils ne sont pas les départements dont je parle, ont plutôt tendance à baisser. Donc là, il y a une espèce d'antinomisme, si je puis dire, de vouloir toujours plus en mettant moins de moyens. Moi, ce que je sais, c'est que cette année, j'ai dû recréer 3 postes supplémentaires pour aller faire notamment de la présence sur le terrain, pour faire en sorte que les gens aient un accueil physique, que l'on ne soit pas juste un numéro de dossier traité au loin à Amiens. Aujourd'hui, on fait des permanences partout sur le département de la Somme, dans nos maisons des solidarités. Bon, ben, c'est une façon comme une autre d'être à disposition. Pour ce qui est des doubles notifications, je ne connaissais pas, pour tout vous dire, voilà. Si vous pensez que je suis l'alpha et l'oméga de la situation, je ne suis pas ministre en charge. Non, mais vous avez dit qu'on peut faire remonter plein de choses. Et justement, il faudrait que vous me donniez... Alors, les questionnements, c'est bien. On fera des captures d'écran. Voilà. Mais c'est bien aussi de faire en sorte... moi, dans mon département, ce problème-là ne se pose pas en tant que tel. C'est certainement que la difficulté n'existe pas. Mais voilà, comme vous avez une vue globale, oui, les professionnels. Mais je vois qu'il y a... Alors, les MDPH, il suffit d'en discuter avec l'actuel ministre ou les anciens ministres. On sait qu'on n'a pas tous les mêmes chances ou les mêmes moyens, quelquefois, mis. Alors, ce qui peut plaider, d'ailleurs, quelquefois, et je plaide tout de même pour la décentralisation, c'est que quelques-uns me disent, mais il y a des départements qui ne sont pas portés comme vous sur ces sujets-là et ne le font pas avec autant de détermination. Et c'est ça le problème de fond, c'est-à-dire que les personnes concernées se disent « mince, je ne suis pas né au bon endroit ou je ne vis pas au bon endroit ». C'est peut-être ça qui est pointé. Oui, mais moi je suis atterré quand je vois que des personnes en situation de handicap quittent certains départements de la grande couronne parisienne pour aller ailleurs dans la même région pour être mieux servis, en tout cas mieux lotis. Et ça, c'est absolument
effrayant à mes yeux, c'est contre-productif pour la décentralisation. Et pourtant, je pense qu'il n'y a jamais eu autant d'argent de mis par les collectivités locales depuis que la décentralisation existe. Quand certains me parlent de l'aide sociale à l'enfance, je me dis, je sais que la situation d'aujourd'hui est difficile, qu'on a des situations où moi j'ai une croissance par exemple du nombre de gamins placés de 30% en 3 ans. C'est tout de même assez inédit. Si chacun d'entre vous, on avait une pareille croissance à gérer, ça n'est pas facile. Mais je ne suis pas persuadé que les DAS, à l'époque, le faisaient infiniment mieux. Alors une dernière question avant de changer de séquence et puis de vous laisser Oui, du temps, parce que je tout à pense fait. que vous êtes attendu au tournant hors micro pour un certain nombre d'éléments à faire remonter. Oui, une question qui va faire le lien avec ces enjeux de décentralisation, recentralisation, avec une question sur finalement les enfants à multiples vulnérabilités. Pourquoi ne pas généraliser ou du moins élaborer des lieux tiers composés de professionnels ASE médico-sociaux pour répondre aux besoins de protection des enfants à double, voire triple vulnérabilité au sein des départements? Alors là, vous avez tout dit, parce que c'est précisément ce que je plaide régulièrement auprès de mes collègues. Par contre, il faut que chacun de ceux qui peuvent être concernés par les doubles et triples vulnérabilités puisse participer au financement. Je pense notamment à un cas, à la Meuse. Mon collègue de la Meuse a créé un lieu assez extraordinaire pour les gamins placés par l'autorité judiciaire, donc à l'ASE, et qui sont aussi en situation de handicap et qui étaient très difficilement pris en charge. Sauf que sur ce sujet-là, voyez-vous, l'ARS concernée n'a pas souhaité financer la partie qui le concerne. Ça n'est pas normal. C'est en cela que je vous dis que quelquefois, le chef de fila, ça ne veut rien dire. Ça n'est pas parce que le département a souhaité qu'il a obtenu l'accord de son ARS. Et tout ça, voyez-vous, ça fait vraiment partie de mes agacements. Parce que des sujets comme ça, quand vous avez un ARS, un directeur général d'ARS, très branché par le médico-social. C'est aujourd'hui le cas dans les Hauts-de-France, par exemple. En tout cas, moi, j'ai d'excellentes relations et je trouve qu'aujourd'hui, on a un DG d'ARS qui veut faire. C'est très facile de travailler. Quand vous avez ailleurs, c'est pas que du côté des départements et des collectivités locales qu'il peut y avoir un autre traitement. C'est qu'il y a aussi des situations, quelquefois, il y a moins de volonté de faire. Et là, en l'espèce, nous... vous avez peut-être vu que dans les 3 items de la conférence nationale du handicap et notamment de la mission qui a été confiée à Lucie et à moi, il y a ce sujet-là des enfants en double vulnérabilité placés à l'ASE et qui sont mal pris en charge au titre du handicap. C'est précisément une des propositions que nous ferons, que dans chaque département, de la même façon que moi, je vais proposer aux familles d'accueil qui aujourd'hui accueillent des enfants en situation de handicap, qui l'ont fait quelquefois de façon un peu empirique, parce que auparavant il y avait déjà un grand frère, une grande sœur qui était handicapé, donc on n'a pas peur des enfants handicapés et on peut s'en occuper. Tout ça ne fait pas des gens formés. Eh bien, on va avoir des formations proposées systématiquement aux familles d'accueil qui qui ont ce supplément d'âme de s'occuper aussi des enfants en situation de handicap ou qui ont des difficultés particulières d'intégration. Je pense que ça participe aussi, en prenant conscience de nos difficultés, à ce que j'espère nos professionnels soient, en tout cas professionnels de l'aide sociale à l'enfance et notamment les familles d'accueil, soient mieux étayés. Mais ces lieux-là, ces lieux tiers, c'est bien sûr une des solutions et c'est en tout cas celle que l'on préconisera absolument parce que je pense que c'est vraiment la belle solution qu'il faut qu'on propose avec le financement de tous. Comment on fait? Alors la mission continue, comment on fait pour vous faire parvenir des idées, des plaidoyers, des bonnes pratiques? Alors si j'étais très bon camarade avec les gens qui m'ont invité, on peut passer bien sûr par le président Nodin qui peut, voilà. Mais sinon, mon nom c'est Aussoulier, saulier@somme.fr. Somme c'est le département, donc j'ai pas besoin de vous, enfin so2me.fr. Saulier, tout ça, SHAU2SOULUR, @somme.fr. C'est mon mail. Voilà. Alors mon cabinet a horreur que je donne mon mail comme ça parce que. Mais ils sont pas là ce matin. Voilà. Non, c'est ça, c'est vrai. Ils sont à Amiens, boss, pendant le temps que leur patron est ici. Et j'espère franchement, au-delà peut-être de la méconnaissance de la situation que vous vivez et de l'engagement qui est le vôtre, que très sincèrement, pour le bien de celles et ceux dont on a la charge, on puisse demain trouver, avec votre mobilisation,
avec votre bienveillance, les meilleures solutions pour que celles et ceux qui sont les plus singulières de notre société soient bien pris en charge. C'est surtout ce que je souhaitais vous dire aujourd'hui. Merci beaucoup Stéphane Soulier.